sur la lutte contre la COVID au Québec. Écoutons le premier ministre. Bonjour tout le monde. Bon, d'abord, on va commencer avec les bonnes nouvelles. Le nombre de cas, le nombre de nouveaux cas à chaque jour continue de baisser. La semaine passée, je vous disais qu'on était passé d'une moyenne de 2500 à une moyenne d'à peu près 2000 nouveaux cas par jour. Cette semaine, on est passé de 2000 à 1500 cas par jour. Évidemment, selon le nombre de tests qui sont faits à chaque jour, les chiffres varient, mais la moyenne est maintenant rendue autour de 1500. Donc, c'est une bonne nouvelle. Et je pense que ça vient confirmer, cette baisse des cas, que nos mesures fonctionnent, incluant le couvre-feu. Je comprends que c'est dur, mais c'est important de le dire. L'État est là pour protéger l'ensemble de la société, pour protéger le bien commun. Puis il n'y a pas personne qui doit être exclu de ces mesures-là. Donc, ça s'applique à tout le monde. Il ne peut pas y avoir des groupes, des individus qui décident que moi, je ne veux pas suivre ces consignes-là. Ça a un impact sur l'ensemble de la société. Puis nous, comme État, on a cette responsabilité-là de faire appliquer ces mesures-là. Puis je veux, bien sûr, remercier tous ceux qui respectent les consignes. Puis je veux remercier aussi les policiers qui font un excellent travail pour faire appliquer les consignes. Ça sauve des vies, ça évite d'envoyer des gens dans les hôpitaux, puis ça évite évidemment de retarder des chirurgies. Parlant des hospitalisations, il y a eu une baisse. Là, on est passé de 1500 à 1400, un peu plus que 1300. C'est encore très élevé. Très élevé, surtout à Montréal. Là, il y en a 1040 qui sont dans le Grand Montréal. Donc, la situation continue d'être très difficile dans les hôpitaux du Grand Montréal. Et ce que ça amène deux choses. Un, on a des employés qui se font 11 mois qui sont à travailler très fort parce qu'ils ont leur travail régulier, plus les impacts de la COVID. Puis ça a un impact, bien sûr, aussi sur les listes d'attente. Donc, il y a encore du délestage important qui se fait de chirurgie, de traitement. Puis je comprends, il y a des Québécois qui sont anxieux parce qu'ils n'arrivent pas à avoir une date proche pour leur opération. Donc, évidemment, il faut continuer le travail. On ne peut pas penser que la situation, là, parce qu'il y a eu une baisse de cas, on est encore à 1300 hospitalisations. Donc, il va falloir que ça baisse plus que ça. La semaine prochaine, on devrait, si la tendance se maintient, comme disait l'autre, être capable de vous annoncer quand même un relâchement de certaines consignes dans certaines régions du Québec. C'est certain, tout le monde voit que la situation est très différente dans le Grand Montréal que ce qu'on vit dans le reste du Québec. Donc, ce sera un relâchement qui sera différent d'une région à l'autre. Et ça sera annoncé la semaine prochaine pour une application le 8 février. Entre-temps, ce qui est important, puis je le répéterai, je pense à chaque fois, faire attention aux personnes de 65 ans et plus. 80 des hospitalisations, 95 des décès, ce sont des personnes qui ont 65 ans et plus. Donc, il faut éviter de les visiter. Je pense que même si on n'a pas la preuve, une des raisons pourquoi on voit une certaine baisse, c'est parce qu'il y a moins de visites dans les maisons après 8 heures le soir. Donc, mais même le jour, il faut éviter d'aller visiter les personnes de 65 ans et plus. On se reprendra quand la pandémie sera faite, on les visitera plus. Mais pour l'instant, à moins que ce soit absolument nécessaire, puis à moins que ce soit comme proche aidant, il faut éviter de visiter les personnes de 65 ans et plus. Bon, l'autre sujet que je voulais vous parler, ce sont les variants du virus qu'on voit un petit peu partout dans le monde, puis ces impacts sur la propagation du virus. Bon, vous avez sûrement vu des reportages en Europe, en Alberta, en Ontario, donc nos voisins, où on le voit, c'est catastrophique quand ce variant du virus arrive avec des voyageurs qui viennent de l'étranger.
ça amène une propagation là, qui est presque exponentielle. Donc, je ne comprends pas M. Trudeau. J'ai bien écouté M. Trudeau tantôt qui a répété les mêmes consignes, mais je pense que M. Trudeau a tous les pouvoirs, soit pour interdire les voyages non essentiels internationaux, soit pour obliger les nouveaux arrivants qui arrivent de vol de l'étranger d'être en quarantaine dans des hôtels supervisés aux frais des voyageurs. Je ne comprends pas actuellement. Là, à chaque jour, il y a des voyageurs qui arrivent. Donc, à chaque jour qui passe, il y a un risque qui s'ajoute. Donc, il y a une urgence d'agir. Donc, je redemande à M. Trudeau d'agir plus rapidement, soit pour interdire les voyages internationaux non essentiels, soit pour obliger l'arrivée des voyageurs à l'hôtel, donc pendant une quarantaine. Donc, ça, c'est très important. Bon, l'autre chose qui est importante avec le gouvernement fédéral, c'est toute la question des doses. On a toutes les provinces acceptées, que ce soit le fédéral qui négocie avec les fabricants des vaccins. Par contre, on est tous inquiets actuellement. On voit que nos vaccins viennent de l'Europe. Ils ne semblent pas pouvoir venir des États-Unis. Puis là, on a vu la sortie de la présidente de la Commission européenne qui dit qu'il faudrait garder les vaccins fabriqués en Europe pour les payer en Europe. Donc, c'est très inquiétant parce qu'on a encore une bonne partie de la population vulnérable qui n'est pas vaccinée au Québec. Donc, il y a des vies qui sont en jeu. Puis, en tout cas, encore une fois, je demande à M. Trudeau là, de voir tout ce qui est possible de faire. M. Trudeau nous dit qu'il veut encore des normes dans les CHSLD, puis il négocie avec certaines provinces pour mettre des normes dans les CHSLD. D'abord, ce n'est pas dans son champ de compétences. Puis deuxièmement, je pense qu'il serait mieux qu'il s'occupe des voyageurs étrangers, puis qu'il s'occupe des doses pour les vaccins. Je termine en vous disant un mot sur l'économie, parce que même si on travaille très fort pour réduire les risques de la pandémie, je peux vous dire qu'on travaille très fort aussi pour préparer l'économie. D'abord, je veux vous parler d'un rapport qui est sorti de la FCEI, donc la Fédération canadienne des entreprises indépendantes, la semaine dernière, qui montre qu'à travers le Canada, il y a 17 des entreprises qui sont à risque de fermer. En Ontario, c'est 20 Puis au Québec, c'est la province où le taux est le plus bas, 11 Donc 11 au Québec, 20 en Ontario. Donc ça veut dire que le travail qu'on a fait depuis le début de la pandémie pour aider les entreprises a eu des meilleurs résultats au Québec que dans toutes les autres provinces au Canada. Puis ce que je veux vous dire aussi, c'est qu'on est prêt pour une reprise. Moi, ce que je vise, là, c'est un boom économique dans la deuxième partie de 2021 puis dans l'année 2022. Ça va être une relance économique où on va profiter de nouvelles opportunités. Il va y avoir une nouvelle économie, donc plus d'entreprises québécoises qui fabriquent ici des produits qui étaient jusqu'à présent importés, plus d'entreprises québécoises qui sont dans le secteur des économies vertes, puis plus d'entreprises québécoises aussi qui sont dans le secteur numérique, là, qui, évidemment, que la pandémie va être encore plus en croissance. Donc, je termine en disant aux Québécois, soyons patients et gardons le moral. Good afternoon, everyone. Bonjour à chacun. Je commence avec la bonne nouvelle. Le nombre de nouveaux cas continue de baisser. Cela veut dire que nos mesures fonctionnent. J'aimerais remercier tous les Québécois et les Québécoises qui ont suivi les règles et nos policiers et policières qui les appliquent. Je sais que c'est difficile, mais les règles s'appliquent à chacun et chacune. Et c'est pour le bien commun. Le nombre d'hospitalisations est également à la baisse, mais encore trop élevé. Les chirurgies sont encore reportées et il nous faut continuer nos efforts visant à réduire le nombre de personnes hospitalisées. La situation est plus difficile dans le Grand Montréal, mais il nous faut continuer nos efforts dans toutes les régions. Nous espérons que la prochaine semaine que nous serons en mesure d'énoncer
une levée de certaines mesures après le 8 février. Nous tiendrons compte de la situation dans chaque région. Mais il nous faut demeurer prudents, surtout avec les gens de plus de 65 ans. Nous avons plus de raisons d'être prudents face aux nouveaux variants. Nous en voyons les effets en Ontario au moment où on se parle. Et je répète, notre demande formulée à M. Trudeau, il est temps d'agir. Il faut soit interdire les voyages non essentiels ou isoler les voyageurs dans les hôtels. Nous sommes également préoccupés par la réduction des doses vaccinales. Il est urgent que nous recevions le plus grand nombre de doses. Ce sont des vies qui sont en jeu. Donc, il faut demeurer patient et il nous faut rester le moral haut. Merci. Maintenant, je vais passer la parole au ministre de la Santé qui va vous parler de la vaccination de masse qui est prête quand on va recevoir les doses. Voilà. Alors, bonjour tout le monde. Peut-être juste prendre quelques minutes sur la vaccination. Tout d'abord, on commence encore par les bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles, c'est qu'on a atteint hier notre objectif de 225 000 personnes vaccinées, 2 semaines avant l'objectif qui était le 8 février. Donc, non seulement c'est une excellente nouvelle, mais j'aimerais en profiter pour remercier tout le personnel de vaccination, toute l'équipe de Daniel Paré qui font un travail particulièrement difficile dans les premières semaines. Donc, ce qu'on a pu faire la démonstration, en fait, c'est que quand on reçoit les doses, on vaccine, même on est 2 semaines en avance de ce qu'on avait prévu faire. Bon, maintenant, c'est certain que le ralentissement dont le premier ministre parle va avoir un impact là, sur les prochaines semaines. Alors, on le voit déjà cette semaine, vous le voyez, on a déjà baissé à 5 000, puis etc., comparé à ce qu'on avait déjà fait dans nos grandes journées. Juste peut-être vous mettre au courant, là, j'essaie de vous mettre au courant tous les jours. Quand on a des nouvelles, on le met sur nos différents réseaux d'information. La semaine prochaine, Pfizer, 8 000 doses, Moderna, 40 000 doses. Mais c'est loin de ce qu'on prévoyait faire, mais c'est quand même, au moins la semaine prochaine, il en rentre. Avec le ralentissement, là, c'est sûr que ça va avoir un impact sur notre élan. Mais ce que j'aimerais rassurer la population aussi, c'est de dire que pendant ce temps-là, on fait d'autres choses, qu'on continue de se préparer. Alors, peut-être juste pour rappeler aux gens qui ont hâte, là, parce qu'on était supposé commencer des RPA, on en a fait un petit peu, des personnes qui étaient en RPA, on n'a pas fait autant qu'on voulait, mais on a déjà commencé. Donc, je rappelle les 3 phases. La première phase, la phase actuelle, là, c'est vraiment nos personnes vulnérables, les travailleurs qui œuvrent auprès de la santé. On en a fait presque la moitié déjà, donc ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Puis des gens qui sont aux soins critiques. La deuxième phase, c'est ce qu'on va appeler la vaccination par catégorie d'âge. Vous vous souvenez, là, une fois qu'on va être sorti des RPA, on va prendre les 80 et plus, on va prendre les 70. Donc, ça, c'est la deuxième phase qu'on a très hâte de faire aussi parce qu'on le voit, rappelez-vous, c'est là que sont les hospitalisations. Puis la troisième phase, bien, c'est la vaccination grand public. Puis chacune de ces phases-là, je le rappelle, a des stratégies différentes parce que on se rappelle pourquoi on a pris Pfizer au début, même si c'était plus difficile, on voulait aller là. Mais avec les vaccins qui vont rentrer, on va être capable d'aller plus rapidement. J'aimerais parler un petit peu des vaccinateurs, parce qu'on entend souvent des gens qui disent « Hey, on lève la main, nous, on aimerait en faire, puis tout ça. » Je voudrais rappeler, premièrement, que pour se préparer, on a 2 grands centres, là, puis on mettra des images disponibles. Moi, j'ai assez hâte qu'on voit 200 000, 300 000, 400 000 personnes par semaine se faire vacciner, mais on a pris le Palais des Congrès à Montréal puis le Centre des Foires à Québec. Vous avez vu peut-être quelques photos, on les rendra disponibles. C'est juste pour vous montrer à quel point on est capable de vacciner rapidement, parce que pour nous, je le rappelle, là, à la vaccination, on était capable de faire 250 000 personnes, puis ça, c'est par semaine, puis c'est avec le personnel qu'on a en ce moment. Fait que les nouveaux vaccinateurs qui sont en ce moment en formation, on est capable de monter à 300 000, 400 000 par semaine. Donc, je veux juste rappeler aux gens que c'est pour ça qu'on les demande des vaccins, parce qu'on est prêt. Et je pense qu'il faudrait qu'on le dise à nos fabricants, puis on parlait encore à Pfizer ce matin, avec qui on a une bonne relation. Ils nous disent qu'ils comprennent l'inquiétude des gens, mais en même temps
qu'il n'y a pas de changement. Il y aura beaucoup de rumeurs qu'on va entendre, mais moi, je voudrais rassurer les gens que aussitôt que nos doses vont rentrer, on va vous garder informés et on va vacciner rapidement. Alors, c'est le seul commentaire que je voulais faire. Merci, Monsieur le ministre. Donc, on va passer à la période de questions. Il y a des journalistes présents ici dans la salle et virtuellement. Donc, ceux qui sont en ligne, veuillez simplement lever la main sur votre application. On va prendre une question, une sous-question par journaliste. On va débuter avec Ariane Lacourcière de La Presse. Bonjour. Ça fonctionne. Je voulais juste savoir, vous parlez que d'ici quelques jours, vous allez annoncer un déconfinement potentiel dans certaines régions. Est-ce qu'à ce stade-ci, c'est vraiment une bonne idée, considérant qu'il y a les variants, considérant que des fois, ça s'est vu dans le passé des régions qui baissent, mais qui finissent ensuite par remonter? Bien, écoutez, on fait ça évidemment avec la santé publique. Vous remarquez qu'on ne l'annonce pas aujourd'hui, donc on se donne une semaine de plus la semaine prochaine pour le 8 février. Mais en même temps, on voit qu'il y a certaines régions. C'est important de dire qu'il y a encore des cas actifs dans toutes les régions du Québec, sans exception. Mais il y a des régions où il y en a moins. Il y a des régions où ça va un peu mieux du côté des hôpitaux. Donc, ça va faire partie des discussions dans les prochains jours. On devrait être en mesure d'annoncer ce qu'on va être capable de faire le 8 février. Mais on est prudent. Effectivement, attendez-vous, entre autres dans la grande région de Montréal, qu'il va rester des mesures importantes. Puis ensuite, ce matin, là, il y a plusieurs médias qui se sont mis ensemble pour écrire une lettre ouverte. C'est rare qu'on voit ça, des médias qui parlent d'une même voix. Pour dire là, que ça serait important qu'on puisse mettre les pieds dans les hôpitaux, aller montrer la pandémie aux gens. Il y a même des médecins qui eux-mêmes nous le demandent. Pourquoi le Québec fait un peu bande à part, puis est seul, une des rares places où est-ce qu'on ne peut pas mettre les pieds dans les hôpitaux présentement? Oui, tout à fait. J'avais déjà, je vais commencer. Moi, j'ai demandé, puis je comprends très bien les raisons qui avaient été invoquées jusqu'à maintenant par la santé publique. Je vais juste mettre... Pour le docteur Arruda, là, quand on a à prendre des décisions difficiles, de ne pas laisser rentrer des proches aidants, puis qu'en même temps, on demande aux journalistes de rentrer, on peut comprendre que la demande est différente, mais c'est ça qu'on a à vivre entre les deux. Là. Alors moi, ce que j'ai demandé au docteur Arruda et à la santé publique, là, suite aux demandes des derniers jours, de dire est-ce qu'il serait possible de re-questionner cette décision-là. Je l'avais dit la semaine passée, ce qui lui a donné le temps de se préparer, puis j'aimerais ça qu'il prenne la réponse. On est sensible à la demande des gens. Il ne faut pas penser qu'on ne l'est pas sensible, mais on est actuellement en guerre contre un virus qui nous a demandé d'interdire même des gens d'aller voir leurs proches. Il y a des deuils qui sont vécus même en virtuel. Donc, on était dans un contexte où, à la fois pour protéger les journalistes et les milieux qui sont aussi surchargés, on a voulu être plus prudent. Comme tel, mais on comprend la situation. On va sous conditions, sous règles claires, sous protocole aussi pour éviter de contaminer les journalistes ou qu'il y a des introductions. En toute équité, je vais vous dire aussi pour les autres, on va probablement arriver avec une solution à court terme pour permettre à la fois cette liberté de presse, de montrer des images comme telles, mais pas en débalançant par rapport aux accès aux autres. Vous comprendrez qu'une famille qui ne peut pas aller voir sa propre mère, voyant rentrer des journalistes, pourrait se poser des questions. On va regarder la question, comme le ministre me l'a demandé. On va passer à Claudie Côté de TVA. Bonjour à vous trois. Bonjour. Ma question est pour vous, M. Legault. Vous avez à plusieurs reprises dans les derniers jours, mais particulièrement aujourd'hui, interpellé Justin Trudeau. Vous avez parlé d'urgence d'agir. Vous avez parlé d'urgence d'agir en ce qui a trait au voyage, mais aussi pour les vaccins. J'aimerais savoir quel est le sentiment qui vous anime en ce moment. J'avoue, j'ai de la difficulté à comprendre pourquoi c'est si long de prendre la décision, entre autres, pour obliger les voyageurs qui arrivent au Canada ou au moins au Québec de s'isoler dans un hôtel supervisé. Je comprends pas, là. On a accepté vendredi dernier, la Sûreté du Québec, de faire une partie du travail pour la GRC pour suivre les quarantaines à la maison, mais la Sûreté du Québec n'a pas le droit de donner des amendes. Donc, on peut dire, là, c'est peut-être pas parfaitement, sûrement pas parfaitement efficace. Donc, je comprends pas. Il y a déjà des pays qui ont mis ça en place, l'hôtel obligatoire supervisé. Je peux peut-être comprendre, puis c'est pour ça
que j'ai fait, j'ai offert comme une espèce de choix à M. Trudeau de dire, soit on interdit les voyages, puis là, je comprends qu'il y a peut-être des règles de droit qui posent certains enjeux, mais je ne vois pas le problème d'obliger les voyageurs d'aller dans un hôtel supervisé pendant 2 semaines. Et à chaque jour, il y a des voyageurs qui arrivent au Québec. Puis ben, on l'a vu là, en Ontario. On a déjà un peu de variants au Québec. Puis quand j'en parle avec le docteur Arruda, ben, il me dit effectivement, ça pourrait du jour au lendemain là, exploser, recommencer à exploser le nombre de cas à cause du variant. Donc, on est un peu dans la même situation qu'au début du mois de mars l'année dernière, là, où on a de la difficulté avec M. Trudeau à ce qu'il agisse rapidement pour empêcher les voyageurs de venir infecter la population au Québec. Merci. Ma prochaine question concerne la vente de produits essentiels. Ce matin, là, votre ministre Pierre Fitzgibbon disait que c'est aux entreprises de déterminer c'est quoi les produits essentiels, mais du même coup, il affirmait qu'il y avait certaines décisions qui étaient aberrantes, pour reprendre ses mots. Est-ce que vous allez revoir la liste des produits essentiels qui sont présentement en vente pour éviter des situations incohérentes, notamment pour des familles? Oui. Bien, écoutez, ça dépend peut-être des régions, puis je dirais même des quartiers. Là. Il y a des gens qui me disent qu'il n'y a aucun problème à aller chercher des vêtements, par exemple, à la porte du magasin. On appelle, puis on s'entend, puis ils livrent le produit à la porte. Bon, est-ce qu'on doit revoir les produits essentiels? Bon, je disais tantôt, là, on va avoir des annonces pour le 8 février, c'est dans une dizaine de jours, donc c'est quand même bientôt. On ne veut pas faire exprès là, pour ouvrir trop vite certains magasins puis de risquer une propagation du virus. Donc, c'est cet équilibre-là avec lequel on joue, mais je comprends qu'un habit de neige pour un enfant qui n'en a plus ou des bottes parce que l'enfant n'en a plus ou même l'adulte, c'est pas mal proche d'être essentiel. Là. Donc, j'ai demandé qu'on regarde ça. Là, mais encore une fois, j'invite les gens qui nous écoutent là, à appeler les magasins qui souvent vont donner le service à la porte. On va passer à Hugo Lavallée, Radio-Canada. Oui, bonjour. J'entends bien, M. Legault, l'insatisfaction que vous avez exprimée à l'égard du premier ministre du Canada concernant les voyages, mais vous aviez vous-même dit précédemment qu'au-delà de ce qu'Ottawa annoncerait, vous analysiez vous-même ce que le Québec était à même de faire. Vous aviez évoqué des discussions avec la ministre de la Sécurité publique, Mme Guilbeault. Donc, où est-ce que vous en êtes dans votre réflexion? Est-ce que c'est possible pour le Québec d'agir seul ou est-ce que votre conclusion au terme de ces discussions-là, c'est que c'est complètement impossible, rien que vous puissiez faire vous-même? Bon, on a un bout de fait. Comme je le disais tantôt, depuis vendredi dernier, la SQ, la Sûreté du Québec, agit pour la GRC pour faire le suivi ou un suivi des quarantaines à la maison. Pour l'instant, la Sûreté du Québec n'a pas le droit d'émettre de contravention, de donner des amendes. On est en train de poursuivre les discussions. Moi, j'aimerais au moins qu'on soit capable de donner des amendes, mais la vraie solution, puis je comprends pas pourquoi ça retarde tant que ça, on pourrait demain matin dire tous ceux qui rentrent, on les met à l'hôtel, dans des hôtels supervisés, ça viendrait régler le problème. Sur un autre dossier, on a vu ces derniers jours le service de police de la Ville de Montréal intervenir à plusieurs reprises là, dans des synagogues de la communauté juive hassidique à Montréal. Il semble qu'il y a eu de la confusion là, dans l'application du décret de la semaine dernière qui assouplissait les règles concernant les lieux de culte. Pourquoi avoir choisi d'assouplir à ce moment-ci les règles dans les lieux de culte sans l'annoncer publiquement comme vous le faites habituellement, alors que l'ensemble des autres règles demeurent en vigueur jusqu'au 8, y compris dans des régions où il n'y a pratiquement pas de nouveaux cas? Bon. D'abord, c'est une recommandation de la santé publique de dire maximum 10 personnes. Puis là, ce qui est arrivé en fin de semaine, c'est qu'il y a des fins finaux qui ont dit bien, il y a 3 portes puis il y a 3 salles, fait que ça va être 30, ce qui n'est pas le principe qui est visé. Là, on dit c'est 10 le maximum dans une bâtisse.
Mais la loi est la même pour tout le monde, pour toutes les communautés, pour toutes les religions. Puis comme je le disais tantôt, c'est une question de bien commun. C'est une question de protéger l'ensemble de la population. Donc, il n'y aura pas de passe-droit pour aucune religion. On va passer maintenant à Charles Le Cavalier du Journal de Québec. Oui, bonjour, M. le Premier ministre. Bonjour. Sur la fermeture des commerces, je veux revenir là-dessus. Bon, vous avez parlé des vêtements pour enfants qu'on peut aller chercher à la porte, mais une critique qui est faite, c'est que c'est très difficile d'acheter sans essayer à l'avance pour voir si ça fait. Puis il y a plein d'autres problèmes qui se posent. C'est pas tout le monde qui a une carte de crédit qui permet de faire des transactions en ligne. Puis sur les biens essentiels, parce que je comprends que vous avez pris cette décision-là pour ne pas faire profiter les grandes surfaces, mais en même temps, il y a un paquet de gens qui se tournent vers Amazon puis les services comme ça de livraison. Donc, est-ce que ça peut tenir vraiment longtemps après le 8 février, même à Montréal, le fait qu'on ne peut pas acheter de biens dans des commerces? Bien, j'espère qu'on va être capable la semaine prochaine d'annoncer des assouplissements dans les magasins pour le 8 février. Entre-temps, que ce soit une livraison ou que ce soit d'aller prendre livraison du produit à la porte du magasin, ça, c'est possible d'être fait. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on le fait, parce que, dans le fond, beaucoup de produits peuvent être essentiels quand on en manque. C'est sûr que la nourriture, les médicaments, ça, c'est vraiment essentiel. Mais il faut comprendre aussi que c'est une situation qui est spéciale. Comme le disait tantôt le docteur Arruda, on est un peu comme en guerre contre le virus, donc il faut prendre des mesures qui sont vraiment exceptionnelles, puis s'assurer qu'on évite les contacts le plus possible. Puis il y a des contacts dans les magasins, donc plus on ferme de magasins, mieux c'est. Un bien essentiel. Mais un habit de linge pour un enfant, c'est plus proche d'un besoin essentiel. Là. Donc, la ligne n'est pas... j'ai pas trouvé le guide, là, mais on va s'ajuster. En deuxième question sur les aéroports, j'aimerais juste vraiment comprendre, puis peut-être que le docteur Arruda aussi pourrait en parler. Est-ce que la loi sur la santé publique vous permettrait d'obliger tous les voyageurs qui arrivent à l'aéroport Montréal-Trudeau d'aller dans des hôtels faire leur quarantaine? Pourquoi vous ne le faites pas? C'est une question, c'est parce que la question des interventions auprès des voyageurs, elle relève avec la loi de la quarantaine du fédéral. Il y aurait toujours possibilité, éventuellement, je vous dirais, là, tout dépendamment de la menace à la santé, d'utiliser la loi de la santé publique. Ici, on est dans une menace appréhendée, et ce qui est différent d'une menace effective, mais il faudrait que je consulte les avocats là, pour voir la compétition des différentes lois. Mais de toute façon, à la limite, moi, si vous me permettez, c'est pas une question seulement de loi, mais c'est une question aussi de volonté d'intervention, de faire les choses. Je pense que c'est peut-être... D'ailleurs, il y a une loi de la quarantaine actuellement qui est disponible. Là, on peut décider qu'on laisse les gens le faire eux-mêmes, mais on sait, pour toutes sortes de raisons, que quand ce n'est pas des mesures avec... ces mesures-là, pour qu'elles fonctionnent, elles doivent être faites complètes. Et les demi-mesures, souvent, malheureusement, vont faire que la frontière, qui peut être une passoire, va demeurer une passoire parce qu'il va y avoir des trous. Alors, il faut vraiment une intervention très musclée. Ce n'est pas rien qu'une question de loi, mais il y a la loi de la quarantaine qui permet de le faire, donc ça devrait être celle qui est en primauté. Stéphanie Marin, La Presse canadienne. Oui, bonjour à tous les trois. Bonjour. Vous avez mentionné que certains allègements étaient anticipés pour certaines régions du Québec à partir du 8 février. Comme on sait que vous surveillez les cas, les hospitalisations de très près et que ça vous permet de planifier à court et à moyen terme, vous devez déjà savoir quelles sont les régions visées et quelles sont-elles. Vas-y donc, Christian. Bien, écoutez, on n'est pas surpris de votre question, mais on va vous demander d'être patient. Je pense que je rappellerai, c'est pour ça qu'on a publié aujourd'hui notre nouveau tableau là, qui montre
On revient sur nos 3 critères. Je sais qu'on se répète, là, mais toute la question des cas eux-mêmes, vous avez vu l'évolution, elle est positive. Sur les hospitalisations, ça avance, mais pas assez vite. Quand on arrive dans les éclosions, on a encore beaucoup d'éclosions. Vous avez, ça c'est la partie en bas à gauche du tableau. Il faut se rappeler qu'on regarde, ça c'est nos 3 principaux critères. Il y en a un autre que vous savez, qu'on a discuté souvent, c'est toute la question du délestage qu'on fait des chirurgies. Parce que derrière les hospitalisations, il faut penser qu'à chaque fois qu'on reste dans les hauts, le 1300, 1400, à Montréal, on est déjà avec du délestage qui est plus grand que 50 %. Fait que c'est pour ça que ce que vous voyez dans ce tableau-là, ça donne les grandes lignes, mais il y a beaucoup de critères derrière qui sont là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, soyons prudents. On a une tendance qui a l'air de s'en aller dans la bonne direction. Mais en plus, lorsque vous prenez le facteur régional, Montréal n'est pas la même place qu'à Québec, puis n'est pas la même place qu'au Saguenay. Alors donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je sais que vous nous demandez des régions, on vous a donné des outils qui sont les nôtres pour être capable de faire cette évaluation-là, mais je pense qu'on va la faire ensemble dans la prochaine semaine pour être capable de tenir ça en compte. Mais on avance bien, c'est ça qu'on voulait vous donner comme message aujourd'hui. Je dirais que c'est encourageant, mais il faut rester très prudent, puis il faut que ça continue d'aller dans la même direction. Puis après ça, on pourra parler de ce que le premier ministre nous dit, quelle région pourrait avoir tel assouplissement. Mais on avance bien. J'aimerais quand même, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre, je ne veux pas faire l'oiseau de malheur, là, si vous me permettez, mais je veux juste vous dire que les efforts des Québécois ont porté fruit. On voit actuellement que le nombre qui était élevé est en train de baisser. On a encore des impacts sur les hospitalisations. Il y a encore des hôpitaux qui sont en délestage, il y a du personnel qui est fatigué. Donc, c'est une situation qui s'améliore, mais qui n'est pas encore, qui peut être instable. Et avec l'arrivée d'une nouvelle variante ou avec un relâchement, je ne sais pas si vous comprenez, quand on dit là, allègement, il ne faut pas vous attendre à ce que ça va être le party de l'été. Là. Je prends une image exagérée, là, mais on parle de choses qu'on va y aller. Vous savez, l'histoire des petits robinets qu'on fermait puis qu'on rouvrait, là, il faut y aller avec prudence. Parce que ce que je ne voudrais pas que vous pensiez, c'est que les prochaines semaines, ça va être, et ça y est, on revient comme avant. Là. Ça, là, c'est la chose la plus dangereuse qui nous menace. On est encore en guerre. La lumière au bout du tunnel, c'est le vaccin. Mais tant qu'il ne sera pas le vaccin, il va falloir continuer la distanciation de 2 mètres, le port du masque, l'hygiène. Puis on ne pourra pas faire des petites affaires en cachette comme on l'a fait antérieurement. Fait que je voulais juste vous dire, attendez-vous pas, en tout cas, Monsieur le Premier ministre, excusez-moi de dire ça, mais je pense que c'est encore une situation fragile. Et je ne voudrais pas que les gens interprètent que, à partir du 8, là, ça revient away, away, away. C'est pas ça. Merci. Et pour ma seconde question, au sujet des 2e doses, le gouvernement s'était engagé à donner la 2e dose dans un délai de 90 jours. Depuis, on a eu le délai de livraison de Pfizer et aussi les mauvaises nouvelles qu'on a apprises en provenance de l'Europe aujourd'hui. Est-ce que ça modifie votre plan de vaccination pour cette seconde dose? Horacio, voulez-vous y aller? Oui, écoutez, actuellement, là, ce qu'il faut comprendre, et on vous l'a dit, qu'on allait faire le suivi de l'efficacité vaccinale de notre question de déplacer la 2e dose. On est en contact avec l'Angleterre, on est le Royaume-Uni, en contact avec Israël pour voir les données préliminaires, qu'est-ce qu'elles donnent. Et c'est clair, si on a le vaccin, on va ajuster en fonction de ce qu'on pense qui sont les groupes qui doivent recevoir potentiellement 2 doses ou pas. Fait que c'est clair que l'élément le plus limitatif ici, c'est la quantité de vaccins, mais autant aussi, on va continuer à regarder notre décision qui a été prise avec nos experts du Québec sur la question de la 2e dose. Puis, si on a du vaccin, puis qu'on a des changements d'indication, on va l'utiliser comme on pense qu'on doit l'utiliser pour les nouvelles indications, si c'est le cas. Et si c'est le cas de continuer de la même façon, on va continuer de la même façon. Louis Lacroix, Cogeco Nouvelles. Oui, bonjour, messieurs. Hier, le ministre Fitzgibbon a dit que si on maintenait certains commerces fermés au-delà du 8 février, le risque de faillite allait se multiplier.
en raison de la fragilité, évidemment, de certains commerces. Alors, est-ce que vous comptez, par exemple, un des secteurs qui est évidemment très en demande en ce moment, là, qui a des problèmes importants, c'est la restauration. Est-ce que vous comptez permettre la réouverture des restaurants dans certaines régions à compter du 8 février prochain? Bon. D'abord, la décision va être sanitaire, c'est-à-dire qu'on va y aller selon la recommandation de la santé publique. Maintenant, pour sauver des commerces, sauver des restaurants, il y a des moyens d'aide financière. Je le disais tantôt, puis c'est quand même révélateur, selon la Fédération canadienne d'entreprises indépendantes, quand on regarde l'ensemble des entreprises, eux prévoient 17% des entreprises au Canada qui ont des risques de fermer. Il y en a 20% en Ontario. Puis c'est le Québec qui a le pourcentage le plus bas à 11%. Ça veut dire que les programmes qu'on a mis en place depuis le début de la pandémie pour éviter ces fermetures-là, puis être capable de passer au travers la période où certaines entreprises sont fermées, comme les restaurants et les commerces, bien, je pense qu'on a fait, il y a encore du travail, c'est très élevé, 11%, mais c'est mieux que le 20% de l'Ontario. Puis je le disais tantôt, là, on se prépare, et puis j'ai encore eu une rencontre cette semaine, et avec Pierre Fitzgibbon, avec Guy Leblanc, le président d'Investissement Québec, on se prépare pour que dès qu'on va avoir le hockey de la santé publique, maximum d'entreprises doivent rouvrir. Je comprends que vous ne voulez pas, spéculer sur les régions, là, mais je regarde les cas aujourd'hui, les nouveaux cas, là. Bas-Saint-Laurent, aucun nouveau cas. Côte-Nord, aucun nouveau cas. Nord du Québec, aucun nouveau cas. Gaspésie-les-Îles, un cas. Est-ce qu'on peut penser que ces régions-là vont avoir un allègement, c'est-à-dire une réouverture de certains commerces et la levée du couvre-feu? Bien, toutes les régions que vous venez de mentionner là, ont des dizaines, si ce n'est pas des centaines de cas actifs. Donc, il faut être prudent. Ce qu'on veut, c'est d'ici le 8 février, se donner le maximum de chances, d'abord, d'être capable de laisser les hôpitaux respirer. Vous savez, actuellement, on a beaucoup, puis le ministre de la Santé pourrait vous en parler, de discussions avec les syndicats, avec les employés, pour voir comment on va recommencer le rattrapage dans les interventions et les chirurgies. Puis ça s'applique aussi dans toutes les régions du Québec. Parce que dans nos discussions qu'on a avec toutes les semaines avec les syndicats, le résumé, là, les gens sont très fatigués. Alors, c'est sûr que ça, c'est un autre critère qui n'est pas dans le tableau qu'on a déposé aujourd'hui, c'est à quelle vitesse on peut faire ce rattrapage-là pour tenir compte de l'état de, je dirais, de santé que notre personnel a. Puis, on a eu des bonnes discussions avec les personnes, avec les représentants syndicaux la semaine dernière. Il faut tenir compte de ça aussi, à quelle vitesse on veut retourner au moins de délestage possible. Alors, c'est beaucoup de facteurs, on le sait, puis les régions sont peut-être moins attaquées, mais il y en a quand même dans certaines régions qui ont des difficultés. On peut penser à l'Abitibi où, pour d'autres raisons, il y a un manque de personnel. C'est pas toujours relié au COVID aussi. Alors, c'est tout ça qu'il faut prendre en compte, puis on sait qu'on ne vous répond pas pratico-pratique aujourd'hui, mais je veux juste vous dire, souvent, la décision est plus complexe dans tous ces faits. Alors, je le résume, là, mais on a une très, très bonne discussion avec les représentants syndicaux. On va essayer de faire ça en harmonie avec tout le monde. Olivier Bossé, Le Soleil. Bonjour, messieurs. Bonjour. Vous le dites, certaines régions pourraient avoir des assouplissements des mesures. Est-ce que vous comptez accompagner ça d'interdictions formelles de déplacement entre les régions, comme par exemple de barrages routiers, particulièrement pour la relâche? Bien, je peux peut-être commencer parce que, écoutez, la question des barrages, elle est demandée souvent, puis j'ai entendu plusieurs interventions sur le sujet, là, comme vous, là, dans les derniers jours. Il faut toujours essayer de trouver l'équilibre entre les travailleurs qui ont à passer d'une région à l'autre pour fin de leur travail versus les gens qui le font par loisir.
Alors, dépendamment de ce qui sera décidé, on verra de quelle région on parle, de leur proximité avec les grands centres comme Montréal ou le Grand Montréal, comme disait le premier ministre. Fait que je vous dirais que oui, le déplacement entre les régions est un facteur, mais je vous demanderais juste de rappeler que, dépendamment du type d'intervention qu'on veut faire entre les régions, la question du travail est aussi importante parce que si on bloque l'accès puis que vous voyez des files d'attente pour des raisons de travail, bien, c'est pas trop pratique. Alors, on essaye de tenir compte, mais je peux vous dire que c'est un facteur parmi tant d'autres là, qui est pris en compte en ce moment. Oui, puis il y a un autre facteur aussi, c'est qu'est-ce qui est prioritaire pour les policiers. Pendant que les policiers font des barrages routiers, bien, ils surveillent moins le couvre-feu à 8 heures. Donc, il faut essayer de voir qu'est-ce qui est prioritaire comme surveillance à donner aux policiers. Et puis, si vous me permettez, il faut aussi comprendre que c'est clair que si on est dans une zone très chaude et qu'on va dans une zone plus froide pour bénéficier des allègements potentiels qu'il pourrait y avoir, là, ça ne nous aide pas. Parce qu'on est en train d'ensemencer le virus ailleurs. Là. Fait que, et les autres régions, autant merveilleusement, ils peuvent baisser, je vous dirais peut-être plus rapidement que dans les régions métropolitaines. Par contre, ils peuvent redevenir instables puis avoir un impact sur le système de soins très rapidement. Ça ne prend pas 1000 cas dans le Bas-Saint-Laurent pour avoir des problèmes. Ça en prend beaucoup moins que ça. Donc, on le sait, là, et c'est là aussi qu'on va devoir vraiment compter sur la collaboration de tous. Si allègement il y avait, ça veut dire qu'il y a des règles à respecter. Ça va être majeur, à mon avis. On ne peut pas se permettre d'alléger puis que là, les règles sautent. Ça veut dire distanciation, 2 mètres. Les milieux de travail doivent faire attention. Tout ça, là, ça va être important. Et faisons attention aux déplacements. De la même façon qu'on ne veut pas que les gens se promènent trop avec la nouvelle souche de l'extérieur, il va falloir éviter de nous-mêmes construire en semences. Mon autre question serait aussi pour le docteur Arruda. Combien de cas vous en êtes de cas qui ont la souche d'un variant? Et quelles sont les mesures supplémentaires de détection et de suivi pour se prémunir contre ces variants-là? Bon, actuellement, on serait rendu, le dernier, je pense, c'est 6 de UK. On n'a pas de souche brésilienne au Québec. Il y a une souche qui serait associée à quelque chose d'australien, mais qui n'est pas très inquiétante pour le moment. Il y a actuellement à peu près, je vous dirais, puis il faut comprendre aussi qu'il peut y avoir une nouvelle souche qui émerge même au Québec, là. Je veux juste vous dire ça c'est aussi une chose. Plus on transmet la maladie, plus il y a de chances qu'il y ait des mutants qui s'installent, puis ça peut être des mutants, c'est des mutants qui peuvent ne pas être dangereux du tout, mais ça peut devenir des souches dangereuses. Actuellement, ce qui se fait, c'est que, tous les gens qui vont venir de l'extérieur, qui vont avoir fait un voyage, notamment dans les zones au risque, vont se faire offrir un dépistage, puis on va séquencer ces personnes-là. On va faire des enquêtes spéciales autour de ces personnes-là. On teste actuellement à peu près 5 de tous les échantillons qui sont au Québec. On va augmenter ce niveau-là à 10 ce qui est quand même représentatif. Et dès qu'il y a une situation où il y a un variant particulier qui est noté, les directions de santé publique vont être avisées pour véritablement faire une enquête et s'assurer d'éviter la transmission importante. Grâce aux enquêtes qui ont été faites, par exemple, dans le contexte des 6 derniers cas, on n'a pas eu une transmission importante dans un milieu ou dans une communauté, d'où l'importance aussi que quand les gens reviennent de l'extérieur du pays, ils puissent être isolés, s'assurer que s'ils ont des symptômes, qu'on puisse faire les tests, vérifier si c'est la nouvelle souche, d'où l'importance de cette situation aussi de quarantaine quand on revient. Marie-Michel Sioui, Le Devoir. Bonjour. Monsieur le Premier ministre, j'essaie de comprendre ce que vous avez dit à propos des policiers. Le fédéral avait publié en avril, 14 avril, un communiqué de presse dans lequel il annonçait que les policiers de la SQ, comme les policiers de tous les ordres, là, d'ailleurs, dans le pays, avaient des pouvoirs d'application de la loi sur la mise en quarantaine. Je vous cite le communiqué là, qui existe encore. Il disait que les policiers locaux et provinciaux pouvaient délivrer un procès verbal de contravention à toute personne contrevenant à un ordre donné en vertu de la loi sur la mise en quarantaine.
Donc, j'essaie de comprendre pourquoi vous dites que les policiers n'ont pas le pouvoir de donner des amendes. Ça semble écrit noir sur blanc qu'ils peuvent le faire. Bien, ce que vous venez de me lire, Mme Sioui, ça dit qu'ils peuvent donner un procès verbal. Donc, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils envoient l'information à la GRC, puis la GRC peut décider, si le juge approprié, d'émettre une contravention, mais la SQ, ce que je comprends, ne peut pas elle-même émettre de contravention. OK, mais donc, est-ce que la SQ le fait en ce moment? Pourquoi la SQ ne serait pas en mesure de le faire? Puis de la même façon, tantôt, en réponse à M. Le Cavalier, j'ai compris qu'il y avait peut-être là, certaines notions de la loi sur la quarantaine qu'on pouvait appliquer pour nous-mêmes imposer des quarantaines au Québec. Donc, j'essaie de comprendre pourquoi on n'agit pas, pourquoi on ne le fait pas nous-mêmes. Bien, pour être capable de le faire nous-mêmes, il faut avoir un accord entre la Sûreté du Québec et la GRC. Donc, pour l'instant, ils ont le droit de faire un procès verbal, donc d'envoyer l'information en GRC qui, elle, peut décider ou non d'émettre une contravention. Mais là, ce qu'on souhaiterait, puis ce qu'on discute actuellement entre la SQ et la GRC, c'est d'être capable de le faire nous-mêmes, d'émettre la contravention nous-mêmes à la SQ. Mais tout ça, évidemment, serait caduc si on pouvait avoir le premier ministre du Canada qui supervise des hôtels là, pour les voyageurs qui rentrent au Canada. Merci. On va passer avec François Carabin, Journal Métro. Oui, bonjour. M'entendez-vous bien? Oui. Bonjour, messieurs. Monsieur Legault, en début de point de presse, vous mentionniez que le couvre-feu fait ses preuves. Je pense que vous vous satisfaisez là, de son efficacité. À ce moment-là, allez-vous quand même profiter des prochains jours avant votre annonce de la semaine prochaine pour peut-être reconsidérer certaines dispositions du décret sur le couvre-feu? C'est pas prévu pour l'instant. Parfait, merci. Et j'aimerais une petite précision sur quelque chose que vous avez dit il y a une semaine en point de presse. Le dépistage à Montréal, là, vous vouliez du dépistage ciblé dans certains secteurs de Montréal. Vous avez même fait allusion à du dépistage auprès de personnes qui n'ont pas de symptômes. Est-ce que c'est bien ce qui est prévu? Bon, deux choses. D'abord, ce qu'on m'explique, c'est que dans les quartiers, là, comme Montréal-Nord, Rivière-des-Prairies, Saint-Laurent, où il y a beaucoup de cas détectés, c'est assez spécial, là, mais on me dit c'est peut-être là où on a moins besoin de faire du dépistage auprès d'asymptomatiques. Mais il est prévu dans certaines écoles de faire du dépistage de personnes asymptomatiques. Donc, actuellement, on a utilisé surtout les tests rapides pour, dans les cas où il y a des éclosions, pour être capable d'avoir des résultats rapides. Mais actuellement, on est en train de voir pour les utiliser à plus grande échelle. Mais j'ai bien entendu, comme vous, Mme Drouin, en fin de semaine, dire qu'il n'est pas question de faire du dépistage auprès d'asymptomatiques. Donc, j'ai relancé Dr Arruda ce matin en lui demandant pourquoi elle dit ça. Puis là, je vais donner la parole à M. Arruda. Là, il faut faire attention aussi quand on parle de la symptomatique. Si vous êtes un contact de cas ou que vous vivez sur le même toit que quelqu'un, vous êtes asymptomatique, vous n'êtes pas pareil comme un asymptomatique qui n'a pas eu de contact. Là. Tout ça vient, en fin de compte, de ce qu'on appelle nos recommandations de nos experts, qui trouvent que ce test-là, de tester des tests rapides, par exemple chez les asymptomatiques, il peut y avoir une proportion importante de faux négatifs. Et donc, c'est pour ça qu'il y a d'autres moyens de le faire, mais l'usage des tests rapides va se faire, je vous dirais, dans certains milieux, selon les indications qui ont été prescrites par notre groupe d'experts. C'est essentiellement ça. Mais si vous avez été en contact avec un cas dans votre maison qui est positif, vous êtes asymptomatique, on vous demande de vous faire tester. Si la santé publique vous demande de vous faire tester, vous vous faites tester. C'est ça qui est important de comprendre parce qu'il y a les asymptomatiques qui sortent de nulle part. Il y a les asymptomatiques qui ont été en contact dans une situation particulière. Merci. Et
vaccination massive dans les résidences de personnes âgées. Monsieur Legault, vous nous rappelez depuis quelques semaines, en fait, qu'il faut faire très attention aux personnes qui sont âgées de plus de 65 ans. Présentement, il y a une information qui circule dans les maisons, dans les RPA à Québec, concernant le processus, le modus operandi de la vaccination. En fait, on mettrait tous les résidents dans des autobus, un peu comme on le fait pour aller au casino, pour une vaccination massive. Dans le secteur, par exemple, de Québec, ce serait Expo-Cité. Est-ce que c'est la solution la plus raisonnable, tempérante, sécuritaire que votre gouvernement a trouvée pour la vaccination des gens qui sont en résidence en personnes âgées? Bien, écoutez, je pense que M. Paré a bien expliqué que notre préférence, particulièrement un peu comme on le fait dans les CHSLD, lorsque le type de vaccin, que ce soit Pfizer ou que ce soit Moderna, quand le type de vaccin nous permet de le faire, on aime mieux vacciner sur place parce qu'on évite aux gens de se déplacer. L'enjeu, c'est qu'on aura des gens qui n'étaient peut-être pas sur place lorsqu'on vaccine, qui étaient absents. Puis là, il faudra trouver une façon pour ces gens-là qui ont droit de venir se faire vacciner. Mais notre préférence, et c'est ça qu'on est en train de regarder, puis on a bien montré que c'était possible. Malgré toutes les restrictions qu'on avait avec Pfizer, on était capable de vacciner dans les CHSLD sur place, parce que là, on n'avait vraiment pas le choix. Notre préférence, c'est de faire la même chose, particulièrement dans des résidences pour personnes âgées qui sont très importantes, qui ont 300, 400, 500 personnes. Alors, je pense que je dirais que ça, c'est le principe de base. Puis, s'il faut aller plus loin que ça pour des exceptions que je viens de vous expliquer, on le fera. Mais c'est là qu'on est rendu présentement. D'ailleurs, il y a déjà des rendez-vous qui ont été pris avec les gens sur place pour dire à telle journée, on serait à tel RPA. Donc, je le répète, là, ce qu'on a hâte d'avoir, c'est des vaccins. Puis tout à l'heure, je regardais, juste pour rassurer les gens, il y a quand même, quand on prend le 18 000 de Pfizer qui est prévu la semaine prochaine, donc la semaine du 1er, plus les 40 quelques mille de Moderna, c'est presque 60 000 vaccins qu'on pourra être prêt pour les RPA la semaine prochaine, en gros. Fait que je voudrais juste que les gens soient patients, mais je sais qu'ils ont hâte, là. On a tous hâte de vacciner tout le monde, mais dans les RPA, c'est à peu près ça la situation en ce moment. Je voudrais mentionner que la préoccupation de non-transmission de la maladie en lien avec des campagnes de vaccination est une priorité. Fait que si jamais il y avait transport de personnes vers des centres, c'est très clair que ça se ferait, notamment avec des personnes où il n'y a absolument aucune éclosion où ce qu'ils sont, et puis ça serait fait de façon adéquate. Ça, c'est une des priorités pour nous. D'ailleurs, on ne vaccine pas de la même façon qu'on vaccinait en grippe, parce qu'il y a beaucoup plus d'espace entre les personnes, il y a des prises en charge. Fait que je pense que le modèle va toujours être celui qui va être le plus performant pour vacciner les gens, mais sans jamais les mettre à péril, parce qu'il n'y a rien de pire qu'une campagne de vaccination entraînerait des éclosions. Sous question, est-ce que en fait, le gouvernement semble très préoccupé par le suivi à l'égard des voyageurs qui reviennent de l'étranger. Mais que fait-on pour le suivi, pour vérifier en fait la quarantaine des gens qui l'ont contracté ici? C'est une question qui avait été posée par une collègue, Mme Prince, la semaine dernière. Je vous invite peut-être à y répondre avec un peu plus de désir, de poigne, parce que c'est une question qui mérite quand même une bonne réponse. Dr. Arruda, voulez-vous y aller? Oui, je pense que des appels qui sont faits de façon, je vous dirais, régulière. Il y a des vérifications aléatoires, surtout si on a des suspections qui sont faites. C'est sûr qu'il n'y a pas quelqu'un qui va sur place 3 ou 4 fois. La raison pour laquelle on a des préoccupations par rapport à ce qui vient de l'extérieur, c'est que c'est sûr que la souche qui circule actuellement au Québec, elle est probablement québécoise, on peut dire, ou elle est celle qui n'a pas nécessairement muté encore. Donc, c'est moins prioritaire, à mon avis, que de faire des interventions par rapport à la gestion du risque de gens qui viendraient d'extérieur avec une souche qui serait vraiment importée d'extérieur. Mais ça ne veut pas dire que ça ne doit pas être fait, à mon avis. La quarantaine, elle est fortement... Il y a des appels qui sont faits selon la capacité. Si on a l'impression que certaines clientèles ont plusieurs facteurs qui feraient qu'ils ne la respecteraient pas, il y a un meilleur suivi. On va passer en anglais. We'll switch to English. We'll start with Michel Lamont from Montréal Gazette. Alors, on dirait que
vous vous préparez à annoncer une levée des mesures dans certaines régions où le décompte des infections est plus bas. C'est une très bonne nouvelle pour ces gens-là, mais à Montréal, la situation commence à être longue. Avez-vous l'intention de garder le confinement à Montréal actif jusqu'au vaccin répandu? C'est quoi? Donnez-nous une idée de votre réflexion, s'il vous plaît. Réponse. Hélas, il est trop tôt pour le dire avec précision, madame. Par contre, il nous faut comprendre que nous avons 1040 personnes hospitalisées dans le Grand Montréal. Et nous avons plus des 50% des chirurgies qui ont été reportées. Il faut donc commencer à voir quand nous pourrons reprendre les chirurgies. On n'en est pas là. C'est pourquoi les mesures doivent continuer de rester en place jusqu'à ce que nous ayons une plus grande réduction des Covidiens hospitalisés. Question. Mais quelle est la... Avez-vous une idée un peu? Réponse. Ce n'est pas facile à dire. Question. Docteur Arruda, pourriez-vous parler des variants? Quel en est l'état au Québec? Quels variants sont présents sur notre territoire? Où sont-ils avec la précision que vous pouvez proposer? Réponse. Au départ, il y avait 4 Britanniques, un 5e de transmission. Là, il y a un 6e cas de variant britannique. Donc, je pense que nous sommes en train de mettre en place l'examen génotypique. Donc, c'est une question d'un échantillonnage qui va passer de 5 à 10% des tests de dépistage. Et ce qui me rassure, c'est que nous n'avons pas le profil des éclosions auxquelles on assiste ailleurs. Mais tout peut arriver. Comme je le disais, on a aplati la courbe. Je dirais que nous sommes dans la phase de l'aplatissement et de la baisse, mais si le nouveau variant arrive, ça pourrait être une fusée qui monte très rapidement. Vous avez vu des courbes qui ont changé dramatiquement. Question. Mais où sont les 6 cas? Réponse. Dans la région de Montréal. Question. Good afternoon. Bonjour. You spoke about it a bit in French, but, Vous en avez parlé en français, mais pourriez-vous le dire en anglais? Si nous levons les restrictions dans certaines régions, qu'allez-vous faire pour éviter les déplacements entre les zones chaudes et les zones tièdes? Et est-ce que cela n'augmente pas les risques d'éclosion? Comme je l'ai dit, c'est une bonne question. Un des défis, quand nous sommes aux prises avec différentes zones, c'est justement les déplacements des citoyens entre les zones. Et un des facteurs mentionnés, c'était que cela semble facile de dire « il faut couper », mais il y a des gens qui se déplacent pour le travail ou ils doivent se déplacer entre 2 régions. Donc ça, c'est un premier facteur. Deuxième facteur dont il faut tenir compte, c'est que les policières qui doivent faire le travail, eh bien, pour l'instant, ils font le traçage, ils ont un tas de tâches importantes. Et si on les met à l'inspection des transferts interzonales, c'est problématique. Nous examinons la situation. Soyons d'accord, premièrement, sur les zones qui pourraient être affectées et selon la proximité et les déplacements nécessaires pour le travail, nous allons essayer de trouver le bon équilibre. Mais c'est pourquoi nous avons besoin des quelques jours suivants pour finaliser notre position. Question? Monsieur Legault, quand il est question des itinérants, il y a une pression qui augmente de la mairesse de Montréal auprès des gens qui travaillent avec les itinérants. Il y a une injonction qui a été déposée. Est-ce que vous revoyez
Votre position sur le couvre-feu quant aux itinérants? Réponse. On n'a pas l'impression que nous allons la changer sous peu. Bien sûr, nous allons écouter la réponse quant à l'injonction, mais de nouveau, j'ai entièrement confiance entre nos forces policières afin qu'ils fassent preuve de leur jugement et de leur discrétion. Ils ne veulent pas émettre des sanctions aux itinérants uniquement parce qu'ils sont dehors après 20 heures. Je pense que maintenant, une des raisons de notre succès, c'est que la mesure est simple. Elle est simple d'application après 20 heures, par exemple. Donc, pour le bien de tout un chacun, c'est mieux de laisser la situation telle qu'elle est. Question. Hi, good afternoon. Bonjour. Just one question. Une question. English school boards Il y a plusieurs commissions scolaires anglophones qui veulent que leurs enseignants soient sur la liste prioritaire de la vaccination, car pour l'instant, ils sont en bas de la liste avec les autres travailleurs essentiels. À mesure que les vaccins arrivent dans notre province, est-ce qu'il serait possible d'offrir aux enseignants une meilleure place sur la liste de priorité? Réponse. Écoutez, nous suivons la liste de priorité de la santé publique. On ne va pas changer cette recommandation. Complément de réponse. C'est clair que quand nous aurons plus de vaccins, les groupes qui sont dans différentes places sur la liste, ces groupes seront vaccinés en même temps. Mais la liste que nous avons faite est fondée sur le risque de la maladie pour la personne elle-même, fondée sur le degré d'exposition. Alors, c'est vraiment relié à une logique épidémiologique. Et même quand il est question des travailleurs de la santé, ce ne sont pas tous les travailleurs de la santé qui ont le même risque. C'est pourquoi nous avons procédé de façon la plus logique possible. Donc, la meilleure réponse que je puisse vous donner, c'est qu'obtenons les vaccins et ensuite, ça va aller très vite. Thank you. Merci. We'll go with Jacob Cerebrin from the Canadian Press. Question? Good afternoon. Bonjour. It's been 42 days. Cela fait 42 jours depuis l'arrivée des premières doses et il y a eu des gens vaccinés dans différentes résidences, entre autres Maïmonide. Donc, quand la deuxième dose va-t-elle être administrée? Réponse. C'est une bonne question. J'aimerais avoir la réponse sur le champ, mais comme je le disais, la situation à Maïmonide et aussi à Saint-Antoine, à Québec, c'est que nous analysons cela. Ce sont des épidémiologues qui examinent ce qui se passe. Comme vous le savez, il y avait déjà une éclosion au moment de la vaccination. Ils vont voir l'efficacité du vaccin auprès de ces populations-là et fondée sur les résultats qui sont attendus sous peu, nous prendrons la meilleure décision pour prendre la décision qui s'imposera. Donc, peut-être ce sera dès que possible pour ces personnes, pour la deuxième dose, ou cela pourrait être à mesure que la protection s'avère efficace. Nous allons attendre pour suivre notre stratégie alternative. Question. Donc, est-ce que ça va respecter le 90 jours ou quoi? Réponse. Nous nous attendons que le problème, c'est que le vaccin n'est pas disponible. Dès que nous obtenons assez de doses, nous pourrons y aller. On ne veut pas que ça dépasse 90 jours. Vous avez raison. Ou 84, en fait, c'est cette semaine, mais nous estimons que tout dépendra de l'arrivée des doses, car l'approche de l'Institut et de moi-même, quand on formule des recommandations au gouvernement, c'est de protéger les gens qui sont en mesure d'être stabilisés, qui peuvent éviter la mort. Mais on a procédé ainsi parce qu'on n'avait pas assez de doses. Cathy Sonnet from CBC. Good afternoon to all of you. Bonjour à vous trois. Premier Legault, Monsieur Legault,
Au fond, vous êtes tout près de l'impasse avec Ottawa quant à l'interdiction des voyageurs non essentiels. Vous avez demandé à M. Trudeau de l'interdire et vous avez demandé aussi une quarantaine supervisée. Maintenant, vous êtes au plan C. Vous voulez que la SQ puisse avoir le pouvoir d'imposer des choses. À quel point est-il important pour vous de voir une augmentation des amendes si jamais la SQ obtient ce pouvoir que vous lui voulez? Réponse. Écoutez, je tiens encore au petit plan A et B. Le troisième n'est pas aussi bon que les deux premiers et insuffisant d'ailleurs à cet égard. Je m'attends encore. J'ai observé M. Trudeau il y a quelques heures. J'ai cru comprendre qu'il va peut-être choisir A ou B d'ici quelques jours, mais je ne comprends pas pourquoi il lésine autant. Question. Donc, vous croyez encore que les voyages non essentiels seront interdits? Réponse. Ce que j'ai cru comprendre aujourd'hui de M. Trudeau, c'est qu'il voudra opter pour le plan A ou B et que sa réponse devrait être donnée d'ici quelques jours. Dernière question. Il y a eu une confusion autour des services religieux avec la communauté hassidim. Que devrait se passer avec les contraventions émises dans le cadre de l'amélioration des relations avec les hassidim? Réponse. La confusion de la dernière fin de semaine était autour d'une réponse offerte par la santé publique de Montréal. Une réponse dans laquelle ce qu'ils ont tenté de faire, ce qu'ils ont tenté de dire, c'est que dans un immeuble, parce qu'il y avait 3 portes et 3 salles, qu'ils pouvaient avoir 30 plutôt que 10 personnes. Alors hier matin, moi, je me suis assuré que c'était clair que c'est 10 personnes au maximum par immeuble. Donc, à partir d'hier, c'est clair. Ce qui est arrivé la fin de semaine passée, on va peut-être tenir compte de la confusion. Mais maintenant, cette confusion a été chassée de tous les esprits. Et ce que j'ai vu, c'est qu'ils étaient bien plus que 30 en plus, soit dit en passant. Dernière question de Global News. Good afternoon. Bonjour. In terms of the open letter that was, Il y a eu une lettre ouverte signée par les médias québécois quand ils se sont regroupés. Vous avez dit en français que vous examinez le dossier. Ils vous font remarquer à quel point il est important de montrer des images telles que on voit en Italie. Et c'est que les Italiens ont pu voir ce qui se passait sur le terrain et cela a aidé à faire bouger l'opinion publique italienne. Quelle est votre réaction à cela? Quelles sont les conditions afférentes selon vous? Réponse. Comme je l'ai dit la semaine dernière, et c'est pourquoi j'ai demandé au Dr Arruda de revoir la question. Nous pourrions profiter comme société d'avoir plus de renseignements, une meilleure communication de ce qui se passe réellement dans notre secteur sanitaire, dans les installations hospitalières. On a trouvé un accord sur cela. Et j'ai demandé au Dr Arruda de trouver les conditions qui pourraient expliquer. Donc, les mesures de protection et de contrôle contre les infections pour les journalistes pour qu'ils puissent entrer dans les hôpitaux tout en s'assurant de règles très strictes pour ces visites des médias et les images qui sont prises. Ce qui prend un peu plus de temps que prévu, et je vais laisser la parole au Dr Arruda, car nous pourrions tous et toutes en profiter, c'est vrai. Par contre, nous avons des familles qui ont trouvé cela très difficile de ne pas pouvoir leur être chers à cause des raisons de contrôle et de prévention des infections. Donc, il nous faut avoir
une compréhension très claire et limpide sur comment on pourrait procéder et dans combien de milieux hospitaliers. J'ai demandé au Dr Arruda un peu d'idéation à cet égard, mais c'est un dossier que nous abordons. C'est une question de jours. Je veux juste m'assurer que je ne veux pas m'engager publiquement, mais ça va être sous peu. Comme je l'ai dit, nous sommes en guerre contre le virus. Il y a eu beaucoup de restrictions visant à protéger tout un chacun, entre autres les journalistes, et il faut se décider sur le nombre de journalistes qui pourront entrer et le genre de protection qu'ils devront porter. Et ça doit être bien réglé et arrimé avec les administrations des hôpitaux pour éviter tout risque d'éclosion. For my second question, it was just Et si éclosion il y a, bien sûr, il y a le danger de la transmission communautaire. Question. that the Manitoba Premier is enacting a 2-week isolation order for travel, for all travel, even travel within Western Canada, within other provinces. Il est question maintenant de ce 2 semaines de quarantaine pour tout arrivant, même s'il arrive de l'Ouest canadien. Ce n'est pas uniquement des arrivants de l'étranger, n'est-ce pas? Est-ce que c'est bien cela? Réponse. Je n'ai pas entendu la question. Pourriez-vous répéter la question, s'il vous plaît? Yeah, sorry, the Manitoba Premier just announced Le today premier ministre manitobain vient d'annoncer qu'il invoque une période d'isolement de 2 semaines pour des gens qui entrent au Manitoba en provenance de l'extérieur du Manitoba, même s'ils arrivent de la province voisine. Réponse. Nous regardons le risque de laisser entrer des nouveaux variants. Il y a des discussions entre le fédéral et les provinces et les territoires, surtout quand on pense à ces nouvelles mutations. À Toronto, par exemple, si les gens arrivent de Toronto, en lien avec des voyages non essentiels, c'est risqué. Moi, je dirais que c'est plus compliqué avec des frontières intérieures. On a vu pourtant le Nouveau-Brunswick qui a mis en place des mesures de contrôle frontalier extrêmement sévères. Donc, nous allons en discuter avec nos voisins. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Ah ben ça, c'est intéressant, la toute fin de cette conférence de presse du premier ministre Legault avec son ministre de la Santé, M. Dubé, et le directeur national de la santé publique, M. Arruda. M. Arruda annonce qu'il y a des discussions en ce moment entre les directeurs de la santé dans chacune des provinces pour évaluer l'opportunité de fermer les frontières provinciales, donc d'une province à l'autre, en espérant bloquer donc la propagation du virus de la COVID. Il n'y a pas de décision prise en ce moment, en tout cas pas pour le Québec, mais disons que ça fait partie des discussions. Cela étant dit, François Legault crée des attentes. Il crée des attentes en disant que si la tendance se maintient, la semaine prochaine, il annoncera un relâchement, un allègement des restrictions sanitaires dans certaines régions après le 8 février. Quelle région? Ça, on ne le sait pas, mais vous savez qu'il y a beaucoup de pression qui vient de l'Est du Québec, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Côte-Nord, Chaudière-Appalaches, ici, la Rive-Sud de Québec aussi, pour alléger les mesures. Il semble acquis que les mesures ne seront pas beaucoup allégées dans la grande région de Montréal, cela étant dit. Mais attention, mise en garde d'Horacio Arruda qui dit, et je cite, « Ce ne sera pas « away, away, away ». Voulant dire que ce ne sera pas le party, pour reprendre ces expressions, de l'été dernier. Alors, il y a un peu de bon cop, bad cop ici de la part de M. Legault et du Dr Arruda. Oui, il pourrait y avoir un relâchement, mais ça ne veut pas dire qu'il faut relâcher toutes les mesures, notamment la distanciation physique, le port du masque et également le lavage des mains. On est encore en guerre contre le virus, dit M. Arruda. Pour le reste, M. Legault a des mots durs à l'endroit de Justin Trudeau. Selon lui, il a tous les pouvoirs pour appliquer de nouvelles mesures aux voyageurs qui reviennent au pays. Christian Latreille prend le relais dans un instant. À demain, midi.